C'est l'heure du temps additionnel. On passe les 40 prochaines minutes ensemble pour voir ou revoir ce qui s'est passé sur les principales pelouses d'Europe. On jouait ce soir l'Europa League et l'Europa Conference League. C'était la deuxième journée de la phase de groupe de ces deux compétitions. On est avec Stéphane Anchaud et Massimo Lombardo pour cette émission. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Loïc Refait qui nous a rejoint pour la rédaction de Blue Sport. Bonsoir David, bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous avez suivi deux belles affiches d'Europa League ce soir avec deux clubs français impliqués. Oui, exactement. Il y avait même trois clubs français qui jouaient ce soir. Marseille, Monaco et Lyon qui rêvaient d'emboîter le pas d'un Paris Saint-Germain victorieux mercredi face à Manchester City. Il faut dire que l'arrivée de Messi confère au championnat de France une plus-value en termes de notoriété. Encore faut-il traduire tout ça dans les résultats. Je pense là au coude à coude entre la France et le Portugal, tous les deux 5e à l'indice UEFA. Les deux nations qui vont se battre pour avoir deux clubs automatiquement qualifiés pour l'Europa League dès l'été 2023. Ce sera vite là. On commence par Real Sociedad Monaco. Real Sociedad Monaco, exactement, mission compliquée pour Monaco qui se rendait à Anoeta où les Basques, deuxième de la Liga, sont invaincus depuis 7 matchs. Et pourtant, ce sont les Monégasques qui lancent idéalement cette partie à la 16e minute. Le capitaine Axel Dizazi s'élève plus haut que tout le monde pour imposer sa puissance et placer sa tête. Le ballon ricoche sur l'intérieur du poteau et Remiro est malchanceux. Portier se charge de terminer le travail. On retiendra surtout la superbe élévation du défenseur central monégasque. Niko Kovac a beaucoup fait tourner pour laisser Ben Yedder et Folland sur le banc. Pari étonnant, ce ne sont pas les Girondins de Bordeaux ce week-end qui doivent avoir effrayé le coach croate. En contre-attaque, à la demi-heure, les Monégasques se montrent à nouveau dangereux sur une frappe flottante du Brésilien Jean-Lucas. Remiro, peut-être pas rassuré après l'ouverture du score, renvoie d'une manière peu académique. Les Basques refont surface dès le retour des vestiaires. Plus présent, ils trouvent la solution sur corner à la 53e minute. Merino place une tête croisée millimétrée. Nubel ne peut rien faire. Le geste est magnifique, mais on ne peut occulter le marquage très large de Tchouaméni, le néo international tricolore qui regarde pourtant son opposant à 2 reprises avant le corner. Un partout, la Real n'avait pas cadré la moindre frappe. Ensuite, Monaco va clairement durcir le jeu, passer en 4-5-1. Il n'y avait rien à faire pour les Espagnols durant cette partie. Un nul très satisfaisant pour les joueurs de la Principauté, mais pas emballant. En revanche, mauvaise opération pour la Sociedad. Mauvaise opération pour la Sociedad qui réalise un bon début de saison. Deuxième en Liga, devant Séville, devant l'Atlético. C'est une équipe qu'on aime bien voir évoluer. Oui, qu'on aime bien avoir évolué, qui a aussi des moyens économiques importants depuis 2 saisons pratiquement. Et voilà, culture footballistique toujours très forte en Espagne de manière générale, avec voilà, cette identité basque amène beaucoup de détermination aussi sur le terrain. 2 buts magnifiques par contre, on parle toujours de l'importance des balles arrêtées. Mais là il y a 2 coups de tête incroyables. Donc, le premier but monégasque, c'est beau, il s'élève plus haut que tout le monde, puis le deuxième, cette tête décroisée avec force, techniquement c'est très très fort. Puis j'aimerais volontiers avoir votre avis sur Monaco. On a suivi Monaco en play-off de Champions League. Ça a très mal commencé en Ligue 1 aussi. Comment vous expliquez les difficultés? C'est dû à la jeunesse du groupe? Oui, il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs dans ce contingent. Alors c'est vrai, après, c'était quand même un gros échec, cette élimination contre le Shakhtar en play-off. Ça, il fallait le digérer. Le début de championnat chaotique aussi, fond de classement. Mais maintenant, petit à petit, ils commencent à gratter des résultats plus régulièrement. Donc on voit déjà au classement, ils ont déjà un classement un peu plus à leur niveau. Ce soir, c'est quand même un bon point pour Monaco à l'extérieur contre la Real Sociedad. Donc on peut faire confiance à Kovac de petit à petit ramener son groupe, son équipe là où il doit être. Ouais, 8e actuellement en Ligue 1, Monaco. Je vous propose de voir les résultats et le classement de ce groupe B. On vient de voir donc le match nul entre Monaco et la Real Sociedad. Et puis le PSV Eindhoven s'est imposé en Autriche. Le PSV qui prend les commandes de ce groupe devant Monaco à égalité de points. La Real Sociedad est 3e et Sturm Graz est dernier. Prochaine journée, PSV Monaco et Sturm Graz Real Sociedad. Toujours en Europa League, l'OM recevait Galatasaray. Ce soir, c'était dans le choc du groupe E qui s'est joué au Vélodrome. Loïc,
On attendait peut-être quelques débordements, il y en a eu quelques-uns. Vous nous faites le récit de ce match qui, a priori, n'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé, on est en train de suivre vraiment les dernières secondes de cette partie entre Marseille et Galatasaray. C'est vrai que on avait été prévenu, hein, ça allait être chaud, grosse ambiance au stade Vélodrome pour la réception des Turcs. Premier de ce groupe B, il y a 2 semaines, les Marseillais ont concédé le nul au Lokomotiv Moscou en toute fin de match, tandis que les Turcs l'avaient emporté à la Lazio. On rentre dans cette partie à la 34e minute. Rien à se mettre sous la dent jusque-là, jusqu'à cette action de Under côté droit qui va repiquer au centre. Vous voyez quelques images des supporters. En début de match, il y avait déjà eu quelques échauds fourrés, environ une demi-heure avant la rencontre. On aura le temps d'y revenir. Mais regardez surtout cette frappe du pied gauche enveloppée au 2e poteau. C'est magnifique, c'était audacieux. Il faut la détente d'un Muslera qui s'allonge de tout son long pour sortir cette tentative qui semblait filer au fond. Quel but cela aurait été de la part du Turc, ancien joueur du rival de Başakşehir. On l'avait dit, quelques échauffourées. Là, c'est la 35e minute. Le match est interrompu. Il y a des projectiles qui sont échangés entre le camp visiteur et les tribunes marseillaises. Il y avait déjà eu des incidents à une demi-heure du coup d'envoi. Il faut un Fatih Terim très courageux pour aller voir les supporters turcs pour calmer le jeu. Le jeu pourra reprendre, mais on a pris beaucoup de retard. Je vous le dis, le match vient de se terminer maintenant en live. Fatih Terim, figure ô combien emblématique, qui a joué un bon rôle dans cette partie. 45e minute. 49e minute, enfin 9 minutes d'arrêt de jeu dans la première mi-temps. On voit Galatasaray qui se crée sa première occasion du match. Altürkoğlu trouve un relais, transperce la défense marseillaise plein axe. Il se propose face à Pau Lopez, préféré à Mandanda depuis le début de saison, mais perd son duel. Le portier marseillais réalise une super parade en allant très vite au sol. Quelle occasion pour Galatasaray. En deuxième période, les Marseillais tiennent plus le cuir, mettent plus d'intensité et parviennent à trouver plusieurs décalages. Mais la plus grosse action intervient à l'heure de jeu sur corner. Payet trouve Saliba, dont la tête vient s'écraser sur la latte de Muslera. Guendouzi est à 2 doigts de pouvoir reprendre. Énorme occasion phocéenne. On sent les Turcs prêts à craquer. À un quart d'heure du terme, Guendouzi s'effondre dans la surface turque au contact de Van Aanholt. L'arbitre, M. Rajkovski, indique le point de pénalty, mais est appelé par son assistant VAR. Et après de longues minutes de consultation, pour rajouter encore un petit peu de retard, il revient sur sa décision, ce qui va ajouter encore un peu plus de tension à un match déjà électrique, sauf peut-être dans le jeu. 0-0. Le match est terminé entre Marseille et Galatasaray. Merci beaucoup Loïc pour ce résumé. J'aimerais bien vous entendre. On a regardé ce match d'un œil, on regarde des balles. Oui. La séquence du penalty, pas penalty sur Guendouzi. Alors oui, on n'est pas sur le terrain, mais on était d'accord, il n'y a pas faute là-dessus. Non, alors absolument. Là, heureusement qu'il y avait la VAR, parce que c'est vrai que l'arbitre à vitesse réelle, il s'est fait abuser, peut-être comme nous tous on l'aurait été. Guendouzi a... on va le voir, cette action a bien plongé avant qu'il y ait contact. Il n'y a pas faute sur le haut du corps, pas faute sur le bas du corps. Absolument pas, on le voit. Au niveau du pied, il n'y a rien. Au niveau du haut du corps, non plus. Mais Guendouzi, ce qu'il fait là, on va dire, et l'arbitre en direct, c'est très dur à voir. Heureusement, il y a la VAR, il est appelé, il va la voir. Et il revient sur sa décision, donc à saluer. Parce que c'est vrai que pour l'arbitre, finalement, qu'il revienne sur cette décision, c'est jamais évident, parce que c'est comme si c'est un peu un désaveu. Mais voilà, la VAR, là, elle est très utile, puis il y a une justice. Ouais, longtemps, il a fallu longtemps pour annuler ce penalty. Ça a fini un peu dans la confusion, de nouveau, ce match. Vous aurez à peu près tout eu, sauf des buts, finalement. Sauf des buts. Il y a eu des actions, il y a eu encore une frappe de Under qui était renvoyée vraiment sur la ligne. On s'aperçoit plus tard que le ballon, de toute façon, était déjà sorti dans des limites du terrain. Vraiment, le spectacle le plus attrayant était clairement dans les tribunes, même si ce n'était pas toujours beau à voir. On a senti des Marseillais volontaires, mais tout de même un petit peu limités. Marseille qui avait pourtant créé un peu, pas forcément la surprise, mais qui avait su se mettre sur une bonne dynamique en début de saison, enchaîne les mauvais résultats, que ce soit le nul au Lokomotiv Moscou en toute fin de match, ou encore la défaite face à Lens de ce dimanche. Là-dessus, il y a peut-être des regrets à avoir, en tout cas pour Sampaoli. Ouais, l'OM qui se rendra à Lille dimanche, l'OM
qui est dans le même groupe que la Lazio et que le Lokomotiv Moscou, avec une victoire des Italiens sur leur pelouse à l'Olympico. L'autre résultat, on le connaît déjà. Regardez au classement, ça nous donne un truc très intéressant avec Galatasaray qui reste devant, la Lazio qui prend la deuxième place, Marseille troisième, le Lokomotiv Moscou dernier. Prochaine journée, Lazio-Marseille et Lokomotiv Moscou. Galatasaray, on se réjouit déjà. Mais sur les deux groupes qu'on vient de voir, c'est presque de la Champions League. Ouais, c'est ça. PSV, Monaco et Real Sociedad dans le premier qu'on a vu. Lazio, Galatasaray et Marseille, c'est du haut niveau. Même Lokomotiv Moscou l'a fait quelques fois, cette Champions League. Donc, on voit qu'en Europa League, on a quand même des sacrées équipes. Hein. C'est vrai que là, sur le match de la Lazio contre le Lokomotiv Moscou, qu'on a regardé d'un œil, s'il y avait eu 5 ou 6-0, on ne pouvait rien dire. Hein. On en a regardé de ces matchs d'un œil. Oui, c'est vrai. Ça en fait des matchs à regarder en Europa League et en Conference League le jeudi. Il y a un autre match qu'on a regardé des deux yeux à ce moment-là parce qu'on n'avait pas encore commencé l'émission du FC Bâle qui jouait plus tard. C'est le match de Naples. Naples qui accueillait une autre équipe russe, c'était le Spartak Moscou. Regardez, on est au coup d'envoi de la rencontre et en 13 secondes, Napoli va ouvrir le score au stade Diego Armando Maradona. But d'Elmas avec le gardien Maximenko qui se trouve. C'est le but le plus rapide d'une équipe italienne en Europa League et c'est le but le plus rapide tout court depuis 2016 et Sikora du Slovan Liberec. Mais c'est intéressant parce que c'est pas un hasard en fait. Rarement on voit percuter sur un coup d'envoi. Souvent on voit une passe en retrait. Là on sent l'envie d'aller vers l'avant dès le coup d'envoi et c'est pas un hasard que l'équipe marque après si peu de temps. 29e minute, la faute de Mario Rui sur Moses, l'arbitre qui va avertir le joueur napolitain et puis il va être appelé par la VAR. Il va rester quelques secondes derrière son écran pour bien visionner les images. Il va changer d'avis et il va donner un carton rouge aux joueurs napolitains. Les joueurs de Spalletti qui vont donc terminer cette rencontre, jouer longtemps, 1 heure à 10 contre 11. On va... Voilà, d'accord. Très bien, on sort, on va vous demander votre avis, on va discuter parce que voilà, on voulait mettre ça en lien avec ce qu'on a vu au Parc des Princes. Ce qu'on a vu mardi soir, c'est vrai, avec ce tacle de De Bruyne sur Idrissa Gueye, où là, l'arbitre a mis un carton jaune, on est d'accord, mais on est aussi tous d'accord, après avoir revu le ralenti, que c'était un carton rouge mardi soir. Mais l'arbitre n'a jamais été appelé pour aller voir la VAR, au contraire de ce soir à Naples, où là, on le voit aussi, Vitesse Réel, il donne carton jaune. Et là, par contre, après, avec la VAR, il va de nouveau regarder l'action et il décide de mettre à juste titre un carton rouge. Et ça, c'était ce qu'on aurait dû voir au Parc des Princes. C'est ça, mardi, et c'est ce qu'on n'a pas compris à la fin du match. Qui mettent un jaune à vitesse réelle, on est d'accord là-dessus, c'est possible, mais qu'on ne l'appelle pas pour aller regarder à la VAR, alors que c'était clairement un carton rouge, ça on n'a pas compris. Et ça aurait aussi probablement changer la physionomie du match. En tout cas, oui, le scénario du match, puisque après, City se serait retrouvé à 10. Puisque Paris, à la fin, gagne le match, c'est moins grave. C'est sûr que si ça avait été dans l'autre sens, là, ça aurait eu des conséquences beaucoup plus dramatiques. Bon, quoique, des fois, il y a des équipes qui jouent même mieux à 10. Mieux à 10, c'est vrai. Mais bon, c'est des exceptions. Donc, on en est à 1-0 pour Napoli, qui joue à 10 pendant 60 minutes. 55e minute, c'est l'égalisation de la part du Spartak Moscou. Égalisation de Quincy Promes avec ce ballon qui termine au fond. Ça devient compliqué pour Napoli parce que va y avoir encore un 2-1 marqué par Ignatov. Il va y avoir ensuite un double avertissement pour Kaufries. Donc les deux équipes vont se retrouver à 10 contre 10 et puis Promes va signer un doublé. Le 3-1 marqué à la 90e minute, mais Osimhen va réduire l'écart à la 94e minute. 5 buts, 2 cartons rouges, du spectacle au stade Diego Armando Maradona. Oui, du spectacle. Sûrement le fait de rester à 10 pour Naples, ça a été déterminant pour le résultat. Sur le 2-1, c'est mal défendu. Une passe en retrait qui élimine presque 7-8 joueurs qui n'interceptent pas la frappe
Ensuite, Naples qui fait un très bon début de championnat. L'équipe joue très bien. Spalletti fait un magnifique travail avec cette équipe. C'est un coup dur ce soir pour ce qui concerne l'Europa League. Mais tout n'est pas dit encore, évidemment, puisqu'il reste encore 4 journées à disputer. Stéphane Amoruso est là avec nous. On vous accueille. Bonsoir Stéphane. Bonjour, vous avez suivi les Suisses sur les pelouses d'Europe ce soir, et notamment cette rencontre entre le Celtic et Leverkusen. Celtic Ayeti, Leverkusen Seoane. Dites-nous tout. Ouais, le Celtic qui devait se racheter après sa défaite il y a 2 semaines à Séville face au Betis 4-3. On le rappelle, les Écossais qui menaient 2-0 grâce à un but et une passe décisive d'Ayeti. Mais Ayeti qui n'est pas titulaire pour le début de cette rencontre. L'équipe entraînée par Gerardo Seoane va subir en début de match, mais elle va tenir bon face à des Écossais qui vont se faire avoir à la 25e. Toumboul va glisser dans son duel avec Baker et ce dernier en profite et sert Hincapié qui termine le travail. Malgré le retour de Montgomery, l'Équatorien marque son premier but de la saison et son premier but européen. Cette réussite va faire tourner le match car 10 minutes plus tard, Leverkusen va doubler la mise. Bien lancé sur la gauche, Paulinho va adresser un ballon parfait, millimétré pour Wirtz qui va tromper Joe Hart. Rien à faire pour le portier du Celtic. L'Allemand de 18 ans qui inscrit son 6e but en 7 matchs officiels cette saison. Et on appréciera le coup d'œil de Paulinho. Leverkusen qui va enfoncer le clou juste avant l'heure de jeu sur un penalty consécutif à une faute de main de Carter Vickers dans la surface. On le voit là, il plonge et il touche le ballon de la main. Lui, il dit que c'est la poitrine. Non, vous le verrez sur le ralenti, c'est bel et bien le bras qui touche ce ballon. Donc, penalty justifié. C'est Lucas Salario qui va se charger de le transformer. A noter qu'Albian Ayeti entrera en jeu à la 73e minute, mais n'arrivera pas à se mettre en évidence. Leverkusen va saler l'addition dans les arrêts de jeu avec le 4-0 d'Amin Adli. Mais cela ne sera que cosmétique. Victoire sans souci pour les Allemands et 9e victoire en Europa League pour Gerardo Seoane en 18 matchs. Massimo, 2 victoires en 2 matchs pour Leverkusen en Europa League. 2e place en Bundesliga. Vraiment, pour le moment, pour Gerardo Seoane et ses hommes, il y a tout qui va bien. Les débuts de Gerardo en Bundesliga à Leverkusen sont extraordinaires. N'oublions pas qu'en championnat, ils perdent un match contre Borussia Dortmund en fin de match après une performance vraiment remarquable. Très content pour un jeune entraîneur suisse qui confirme ses qualités. En sachant gérant quand même des joueurs qui ont sûrement un autre statut par rapport à ceux de IB. Vous attendiez à une adaptation aussi courte, aussi rapide et aussi bonne de la part de Seoane? Pas forcément. J'avais pas de doute sur ses qualités d'entraîneur et que le step logique, c'était la Bundesliga. Mais c'est vrai que là, jusqu'à présent, les résultats, ils sont incroyables presque. Hein. Donc, que ce soit en Bundesliga, les performances aussi, elles sont bonnes. Il n'y a pas que le résultat, mais c'est un tout. C'est des performances, c'est des matchs qui sont maîtrisés. Europa League, c'est la même chose. Aller gagner 4-0 à Celtic, comme ils l'ont fait ce soir, ça montre quand même une grosse maturité déjà d'une équipe. Et il faut rappeler qu'ils ne travaillent avec que depuis 2 mois, pas plus. Donc maintenant, voilà, hein, c'est que le début de saison. Il faut continuer comme ça. Mais quand on peut s'appuyer sur un début de saison de la sorte, ça donne quand même beaucoup de crédibilité à l'entraîneur qui vient d'arriver. Et c'est beaucoup plus facile après pour travailler. Victoire 4-0 donc du Bayer Leverkusen face à ce Celtic. Et puis victoire également du Betis en Hongrie face à Ferencváros. Ça nous donne 2 équipes qui se détachent. Là on a un trou creusé, mais on n'est pas forcément surpris. Ce qui reste surprenant peut-être, c'est la position du Celtic. Oui, c'est la position du Celtic. Mais Ferencváros aussi, c'est une équipe très intéressante. Les Hongrois qui font du bon travail à tous les niveaux dans les dernières années.
Mais c'est vrai qu'en termes de potentiel, les équipes qui se détachent dans ce classement ont quelque chose de plus. Ouais. Et on se réjouit de la prochaine journée avec ce Betis Bayer Leverkusen qui sent déjà la poudre. On vous montrera évidemment les images de cette rencontre puisqu'on suit les Suisses. Et vous suivez particulièrement les Suisses. Stéphane, il y avait d'autres joueurs helvétiques alignés en Conference League ce soir, en Europa League également. Oui, on continue notre tour des Suisses avec une petite surprise qui nous vient d'Anvers. Anvers qui recevait Francfort. Michael Frey qui brille actuellement avec le club belge avec 11 buts en 9 matchs. Eh bien, il n'est pas titulaire. C'est la première fois de la saison qu'il débute sur le banc. Djibril Sow, lui, est titulaire avec les Allemands. Mais vous le voyez, au début de la deuxième mi-temps, eh bien, Michael Frey va rentrer puisqu'il n'y a eu aucun but en première période. Michael Frey qui va se retrouver en bonne position à la 83e minute sur un centre de Miyoshi. Gerkens va tenter un retourné. Le ballon va revenir sur la tête de Michael Frey qui manque un peu de puissance malheureusement pour l'attaquant suisse et pour Anvers. Il n'y aura donc pas de but pour les Belges sur ce coup-là et c'est dommage car cette occasion ratée aura des conséquences pour l'équipe de Brian Prisquet puisqu'ils vont concéder un penalty suite à une faute d'Almeida sur Lindström à la 90e minute. Vraiment dans les tout derniers instants de la partie. On va revoir cette faute qui va donc amener le 1-0 qui va être marqué par Pacienza dans les arrêts de jeu. À noter que Djibril Sow va sortir juste après cette réussite. Les Allemands donc qui vont remporter cette rencontre 1-0 qui se relance après leur nul face à Fenerbahçe lors de la première journée. À noter qu'Anvers reste scotché à 0 points après 2 matchs. Stéphane, il se dit qu'avec la forme actuelle de Michael Frey, il pourrait être appelé par Murat Yakin pour remplacer Haris Seferovic. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une possibilité. Après, c'est vrai qu'on sait qu'en équipe suisse, il y a des défections, particulièrement en attaque. Ça a toujours été un secteur de jeu où, dans les dernières années, les candidats n'étaient pas légion. Donc maintenant, c'est vrai que demain, il y a la liste qui va sortir de Murat Yakin. Frey, c'est un candidat, clairement. Alors oui, il joue dans un championnat qui est moins médiatique, dans une équipe aussi qui n'est pas extrêmement médiatique, mais il met ses goals. Donc logiquement, il a une bonne chance de figurer demain dans cette liste. Ouais, la réponse demain, vous le dites vous-même, Stéphane. Il restait aussi l'Olympique lyonnais. Oui, de Shaqiri. Aussi, voilà, Shaqiri, titulaire. Alors, titulaire. Ou remplaçant. Aujourd'hui, il a débuté le match, ce qui n'était pas le cas il y a 2 semaines à Glasgow contre les Rangers. Lyon qui accueillait Brøndby, donc Shaqiri qui a débuté cette rencontre et le Suisse qui va se mettre en évidence dès la 9e minute. Vous allez le voir, il va récupérer le ballon, se mettre sur son pied gauche, il tente sa frappe. Une frappe non cadrée, mais ce sera l'occasion la plus franche pour le joueur de l'équipe de Suisse dans cette rencontre. On notera qu'il y aura encore un poteau de Paqueta pour les Lyonnais à la 28e minute, mais il n'y aura donc pas de but en première période. Les Français qui dominent cette partie vont logiquement prendre l'avantage juste après l'heure de jeu sur un ballon de Mendes. Paqueta va remettre de la tête pour Toko Ekambi. Le franco-camerounais ne manque pas pareil au Ben et marque son 3e but en 4 matchs d'Europa League. Et juste après ce but, Xherdan Shaqiri va céder sa place à Ryan Cherki, un coaching gagnant de Peter Bosz, puisque 6 minutes plus tard, après l'entrée du franco-algérien, eh bien, vous le verrez, ici on est sur la sortie de Shaqiri, qui aura donc effectué cette seule occasion intéressante de son côté. On l'a dit, Ryan Cherki qui va le remplacer et 6 minutes plus tard, le franco-algérien va être servi sur la droite. Il va centrer. Le portier va repousser devant lui et ça va profiter à nouveau à ce diable de Toko Ekambi qui va s'offrir un doublé. Le joueur de 29 ans qui devient à ce moment-là le meilleur buteur de la compétition avec 3 réussites. Puis Toko Ekambi ne va pas en rester alors que l'on revoit le caviar de Cherki. Le 3-0 va tomber comme un fruit mûr, 86e. Encore et toujours Toko Ekambi, mais cette fois-ci, on va le retrouver à la passe, à l'origine du 3-0. Il résiste sur la droite, il centre pour la tête d'Awar.
avec 2 buts et une passe décisive. Toko Ekambi qui parachève son œuvre dans cette rencontre. Massimo, voilà. Shaqiri qui fait une bonne première mi-temps, on va dire, une belle occasion. Et puis Lyon qui peut s'appuyer sur un Toko Ekambi en feu ce soir. Oui, donc 3 buts en 2 matchs, Toko Ekambi, mais un potentiel offensif de très haute qualité pour l'Olympique lyonnais. Hein. Aouar, Paqueta, Toko Ekambi, le jeune Cherki qui est un jeune phénomène français. Il y a de la concurrence pour Shaqiri. Il doit encore revenir en pleine forme, mais je pense que c'est une équipe qui peut mettre en évidence ses grandes qualités. Lyon, c'était la bonne destination aussi pour se relancer en ouais, équipe de Suisse. Je pense que c'est bien. C'est un très très bon club, mais c'est pas le tout haut niveau, on va dire. Et puis lui, ce qu'il a besoin maintenant, c'est de jouer régulièrement, c'est d'avoir du temps de jeu et d'être dans un club vraiment où là, on l'a pris pour remplacer un joueur qui partait, c'est-à-dire Depay, qui est parti à Barcelone. Donc à partir de là... pour lui, je pense, c'est aussi la France, un jeu qui va lui convenir. Donc, c'était important qu'il parte. À ce moment-là de sa carrière, maintenant, il faut qu'il joue régulièrement. Donc, maintenant, son début à Lyon, c'est pas mal. C'est pas mal. Il a du temps de jeu, on voit. On sent qu'il faut qu'il monte en puissance. Il y a longtemps qu'il n'a pas rejoué, aligné les matchs. Mais je pense que là, c'est un relativement bon début. Ça va lui redonner confiance. Il y a l'équipe suisse qui arrive, va pouvoir rejouer nouveau, avoir du temps de jeu. Donc, c'est bien. Et on se réjouit de le revoir sous le maillot de l'Anati. On récapitule les scores. Donc d'abord du groupe A avec le match que vous venez de nous résumer, Stéphane, entre Lyon et Brøndby, victoire 3-0 des Français. Le Sparta Prague a gagné 1-0 contre les Rangers. Résultat, donc Lyon est devant, tout seul devant le Sparta Prague, Brøndby et les Rangers qui ferment la marque. Et puis dans l'autre groupe, c'est la rencontre que vous nous avez résumée tout à l'heure. Fenerbahçe perd 3-0 contre l'Olympiakos. Francfort s'impose dans les dernières minutes contre Anvers. Et regardez, l'Olympiakos est premier. Francfort prend la deuxième place au détriment de Fenerbahçe et Anvers est désormais quatrième. Merci Stéphane pour ces résumés. On va passer à la Conference League avec le match de Bâle ce soir qui accueillait le Kairat Almaty. Bâle qui avait fait match nul contre Karabag il y a 2 semaines. On attendait une réaction de la part des Bâlois. Réaction, il y a eu, en tout cas dans la première période, avec une entrée de match, une entrée en matière très très intéressante de la part des Bâlois. Une première occasion à la 7e minute, centre de Palacios pour Cabral qui saute plus haut mais manque le cadre. Ouais, c'est le début de match et déjà... les centres, le jeu aérien et des Bâlois, en l'occurrence Cabral, qui prennent le dessus dans ce domaine-là. Et on le verra par la suite, c'est ça qui va faire la différence. La réponse de l'adversaire avec Kanté, c'est le joueur qu'on craignait, Massimo. Frappe de loin, ça passe à côté. Très bon attaquant, le joueur avec le plus de qualité offensive chez les Kazakhs. Très belle frappe, bon enchaînement après une touche et le ballon qui ne passe pas très loin du poteau de Lindner. Bâle a toujours mis son adversaire en difficulté dans les airs ce soir. Ça, c'est le premier but de Cabral grâce à une remise de la tête de Millar. C'est très, très mal défendu. Bon centre de Miki Lang. 2 joueurs kazakhs qui regardent que le ballon et pas l'adversaire. Mais superbe déviation contre le mouvement du gardien adverse. C'est vraiment un but qui pourrait sembler facile, mais de grande classe à mon avis. Miki Lang, comme vous l'appelez, nous on va l'appeler Michael Lang, qui est impliqué sur le premier but et sur le deuxième aussi avec cette tête. Oui, là c'est de nouveau, donc avant c'était un centre, là c'est un corner, c'est de nouveau le jeu aérien, en l'occurrence Kazami qui est vainqueur. Là on a le gardien kazakh qui fait pas, qui fait l'arrêt, mais normalement qui doit la claquer en dessus de la transversale. Il laisse un rebond et c'est Michael Lang qui en profite, opportuniste pour marquer. Pokatilov qui se trompe dans son geste, vous avez raison. 39e minute, nouveau corner, ballon dégagé, renvoyé de la tête par Frey, pas de hors-jeu. Contrôle parfait de Lang qui profite de la déviation de Bagnac, 3-0. Ouais, là, on a Michael Lang, défenseur, mais qui montre ce qu'un centre-avant doit faire, parfait. Il va récupérer ce ballon, contrôle, pied droit, enchaînement, frappe, pied gauche. Ballon, on va le voir, dévié, mais son enchaînement est vraiment magnifique. Très spontané et c'est déjà le 3-0 pour Bâle.
3-0, on se disait à la pause que Bâle avait répondu présent. Bâle a fait vraiment la première mi-temps à laquelle on pouvait s'attendre, ce qu'on demandait. C'est ça, à laquelle lui-même, je pense, imaginait ce que Ramen voulait. Rapidement, bien entré dans le match, concentré. Ils ont eu, en guillemets, la chance de marquer ce but très tôt contre une équipe kazakh, on l'a vu, qui était venue là pour défendre. Après, ils ont confirmé avec le deuxième, ils ont enchaîné avec le troisième. Donc, une première mi-temps idéale côté Rennes. Ouais, scénario parfait après 45 minutes. Et ça va même faire 4-0 avec une nouvelle occasion et un but de toute beauté. Hein. Toute l'action est magnifique. Là, on a que la fin. C'est Ndoye qui conclut avec... un nouveau but après celui du week-end dernier. Oui, action de contre-attaque, très bien amenée, bonne verticalisation. Ici, un mouvement qui fait toujours la différence, c'est l'apport offensif du latéral qui est difficilement contrôlable. Tavares, lui, centreur et passeur pour le but de Ndoye, que lui est simple, mais l'action est splendide. Il va y avoir plusieurs changements opérés par Patrick Ramen, puis ça va dérégler un peu la machine, ou dérégler tout court la machine bâloise. Il y a d'abord cette tête de Wagner Love, Lindner qui dévie en corner. Ça, c'est le début, entre guillemets, donc, des problèmes bâlois en deuxième mi-temps. Almaty qui va revenir dans la partie. On a vu un premier arrêt de Lindner, deuxième année consécutive. Exactement, c'est juste après le corner. C'est 2 arrêts en 1 minute. Là, on voit, c'est un arrêt déterminant, de grande classe, comme il en a l'habitude ces dernières semaines. Ouais, Poliakov qui a vu Lindner s'imposer devant lui. Elle était dans l'air, hein, puis la voici finalement la réussite kazakh avec Kanté. Cette fois, Lindner ne peut rien faire. Oui, perte de balle de Zegrova, centre. L'enchaînement est magnifique. Il se tourne sur lui-même, Kanté, sur le contrôle. Après, il doit accélérer l'exécution de la frappe. Et pour l'accélérer, il frappe de la pointe du pied. Et par ce fait, Lindner est surpris dans son intervention. 3 minutes plus tard, penalty, Alikulov obtient une faute avec la poussette de Giga. Entrée à la pause pour Tchemert, il était un peu en difficulté, Giga. Ouais, Giga, malheureusement pour lui, il n'a pas fait une très très bonne entrée. Donc là, il avait déjà eu une relance malchanceuse, on va dire, dans l'axe. Là, de nouveau, une deuxième fois. Ballon perdu, après il veut rattraper son erreur. Comme souvent, il fait une deuxième erreur derrière, il fait une faute et le penalty qui est bien transformé côté kazakh. Ouais, but d'Alves pour son premier goal dans la compétition. Puis ça, c'est l'occasion de la 82e, la frappe de loin d'Alip et Lindner qui dévie en corner. Là, s'il y a 4-3, ça devient vraiment stressant pour la fin de match. Oui, c'est une très belle frappe, magnifique exécution. Coup du pied, ballon flottant et bel arrêt de Lindner parce qu'on sentait des Balois qui commençaient à trembler. 4 changements qui n'ont pas amené la même qualité qu'il y avait auparavant et moins de détermination. Et je pense que si dans cette occasion l'équipe baloise encaisse le 4-3, ça risque de devenir très très dur pour amener les 3 points à la maison. Les changements opéré par Ramen. On rappelle que Bâle joue contre Lucerne, il y avait 3-0 à la pause, le 4e. C'est logique de vouloir faire tourner, mais c'est ce qui a déréglé la machine. À ce moment-là, mais il y a eu des événements. Le 4-1 encaissé, le 4-2 qui amène de la fébrilité. Ça tournait très bien jusque-là. Probablement, les joueurs qui sont rentrés n'avaient pas la même détermination que ceux qui jouaient auparavant. Et de la part du coach, c'est des changements tout à fait logique, probablement qui pouvait amener même à la mi-temps vu la physionomie du match. Voilà, les circonstances ont fait que l'équipe c'est clair que ces changements-là, pour les joueurs qui sont rentrés en jeu, qui sont mal rentrés, hein, la grande majorité, voilà, Ramen va se poser des questions si c'est à refaire dans les prochains matchs. Est-ce que ces joueurs-là, je vais les faire de nouveau rentrer? C'est toujours le problème des joueurs qui sont remplaçants. Alors, ils aimeraient tous commencer le match. Ils commencent sur le banc. Quand ils rentrent en jeu, il faut montrer quelque chose. On a des minutes de jeu, on montre. Et souvent, ce qu'il faut, c'est montrer ou démontrer à l'entraîneur « tu avais tort de m'avoir fait commencer sur le banc ». Ce soir, ils ont donné raison à Ramen. Vous aviez raison de me mettre sur le banc. Parce que quand on voit l'entrée qu'ils ont fait, voilà, ils ne se sont pas fait une bonne publicité. Une bonne publicité, ouais. On notera juste encore qu'on a eu des retours de blessures avec Esposito. Il y a Quintia qui est entré en fin de match également. Je vous propose d'écouter une première réaction en provenance du parc Saint-Jacques. C'est un Balois.
Paytim Kazami, 4-2 au final. Il y avait 4-0 à un certain moment donné. Que retenez-vous de ce match? Je pense qu'on a très bien enchaîné après le but qu'on a marqué. Après, ouais, un peu déçu le deuxième mi-temps, le changement qu'on a fait, on était dans les matchs, on a très laissé à l'adversaire et après ils sont punis à nous, à les 2 goals qu'ils ont marqués. Il y a eu un moment de doute par rapport à la victoire ou jamais l'écart était trop grand quand même entre les deux équipes? Non, je pense pas, mais quand même, il faut être sérieux, il faut enchaîner, il faut chercher le 5e but et il ne faut pas prendre de but derrière. Et je pense qu'on était plus compact comme premier mi-temps. Mais après, voilà, ça se compte aujourd'hui, c'est les 3 points. Justement, on parlera beaucoup de cette dernière demi-heure, mais la première heure de jeu, l'attitude aussi, c'était important de montrer ce visage du FCB aujourd'hui contre un adversaire peu réputé. Oui, écoute, on était obligé aujourd'hui chez nous à maison à gagner pour enchaîner la groupe et ça c'était l'importance. Voilà pour la réaction de Paytim Kazami. Je vous propose une deuxième réaction baloise, c'est Dan Ndoye. Dan Ndoye, cette rencontre avec cette victoire qui était importante. La victoire, elle est là. La manière nous a plu pour 60 minutes, un peu moins pour les 30 dernières. Quelle est votre analyse? Non, ouais, c'est sûr qu'on a bien démarré. On a su mettre ses premiers buts assez rapidement. Après, on a essayé de gérer le match dans l'ensemble. Et après, voilà, à la fin, on a manqué un petit peu de justesse, je pense. Et on a pris des buts qu'on aurait pu éviter. Et au final, voilà, c'est un match où on sait qu'on aurait pu faire mieux. On va essayer de travailler pour la prochaine fois éviter ces buts. Il y a eu 3 changements à l'heure de jeu et ensuite il y a eu ce calage entre guillemets au niveau du niveau de jeu. Est-ce que vous l'avez ressenti de la même manière? Ces 3 changements ont changé beaucoup dans le jeu. Non, après c'est sûr, ils rentrent, ils doivent tout de suite se mettre dans le rythme. Donc voilà, c'est normal qu'au début il y ait eu 2-3 petites erreurs. Après voilà, non, je pense que c'est l'ensemble de l'équipe qui a fait trop d'erreurs et qui a au final concédé ces buts qui étaient évitables. Plutôt satisfait quand même parce qu'il a la victoire ou il y a quand même ce petit goût d'inachevé? Bien sûr, on est satisfait de la victoire, mais on a un petit peu voilà, de frustration qu'on se dit qu'on aurait dû faire mieux. Et voilà, c'est ce qu'il faudra faire mieux pour les prochains matchs. Et pour vous, cette fois, ce premier but avec le FCB, il n'y a personne qui va vous le piquer? J'espère pas. Je vais attendre d'être sûr qu'il y ait mon nom. Et après, non, mais j'espère... je suis content de marquer mon premier but là, voilà. Et j'espère qu'on me l'enlèvera pas celui-là. On vous a vu directement aller saluer Tavares. Ouais, parce que justement c'est avec lui qu'il y a eu c'est lui qui m'a enlevé mon but entre guillemets et je lui avais dit que maintenant il me devait une passe décisive et voilà, maintenant il me la rend donc on est quitte maintenant. Magnifique les petits moments comme ça dans les interviews. Il est sympa Ndoye quand même avec ses copains qui rentrent. Il veut pas les accabler. Rentrer à 4-0, c'est pas non plus... Non, mais bon, c'est sûr qu'à l'interview, en tant que coéquipier, on ne va pas commencer à dire oui, c'est quand il est rentré, c'est depuis là que ça n'a pas été. Donc il essaye de trouver des circonstances atténuantes. Non, quand on rentre à 4-0, c'est sûr que ce n'est pas un problème de rythme, hein, parce qu'il n'y avait pas un gros rythme. Si on n'arrive pas à rentrer dans un match quand on gagne 4-0 à la maison, non, là, on ne peut plus rentrer en jeu, en fait. Mais excusez-moi, c'était intéressant parce que Paytim Kazami, avec un autre statut, il a dit quand même il a fait une analyse différente. Les changements n'ont pas amené ce qu'on espérait. Très rapidement, un mot sur l'intégration d'Ndoye. Mais ça se passe de mieux en mieux. Un bon match contre Zurich, après une longue période difficile à Nice. Voilà. C'est un joueur talentueux, jeune attaquant en Suisse talentueux. On espère que ça va continuer comme ça pour lui. Et juste un tout petit mot. Tavares, il a été excellent contre Zurich parce qu'il a dû remplacer Petretta au pied levé qui était censé jouer. Là, il fait encore un super match. Aussi un petit mot pour lui, une très belle intégration du Portugais. Ouais, vous avez tout à fait raison. Merci Stéphane. On va juste regarder ce qui s'est passé dans l'autre match de ce groupe, hein, le match entre Omonia Karabag. On a donc eu 3 goals dans cette rencontre, 4 goals pardon, dans cette rencontre, avec d'abord le 1-0 de Lekiax et puis Malinovski qui a égalisé avec un but assez exceptionnel qu'on va voir, et Shedaev qui va finalement permettre à ses coéquipiers de s'imposer, de remporter cette rencontre sur le score de 3-1. Voilà.
Karabag, contre qui Bâle a fait match nul, qui gagne ce soir. Donc là aussi, on va avoir deux équipes qui se détachent. Qui se détachent. Et ce n'est pas une surprise pour moi, même si je ne connais pas Omonia à la perfection. Mais contre Bâle, les Azérides nous ont démontré vraiment de très belles qualités, que ce soit athlétique et technique. Ce n'est pas un hasard s'ils sont à 4 points au même titre que Bâle. Vous voyez aussi, vous, ces deux équipes favorites du... Oui, clairement. Et vous le voyez déjà avant? Clairement. Alors, avant le début de ce groupe, on pouvait s'imaginer que c'était les deux meilleures équipes. Mais après ces 2 journées-là, on pourrait parier que c'est les 2 équipes qui vont finir aux places 1 et 2. D'accord, très bien. Bon, on va voir ces places 1 et 2 par qui elles sont occupées. On a teasé tout gentiment déjà la chose avec donc les 2 scores dont on vient de vous parler, les grosses différences faites par Bâle et par Karabag. Et ce sont forcément donc ces 2 équipes qui sont en tête, première et deuxième place pour Karabag et Bâle. Kairat et Omonia sont 3e et 4e. Prochaine journée, Bâle, Omonia et Karabag, Kairat. Il y avait des Suisses également engagés en Conference League. Stéphane Amoroso, vous nous avez montré les Suisses en Europa League. Cette fois, vous vous occupez de cette Europa Conference League. Alors, j'ai été moins gâté avec les Suisses en Conference League qu'en Europa League. Alors, il n'y aura pas d'image à vous montrer, juste 2 résultats à vous donner. C'est la victoire de l'Union Berlin d'Urs Fischer, 3-0 face au Maccabi Haïfa après une première défaite à Prague contre le Slavia il y a 2 semaines. Et puis, Tony Domgioni et Julian Fonmos qui sont restés sur le banc avec le Vitesse Arnhem lors de la défaite face à Rennes 2-1. Très bien. Merci beaucoup Stéphane pour tous ces résumés. Merci également à vous, messieurs, d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. C'est toujours un grand plaisir. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci de rester aussi tard avec nous. Vous continuez à voir du football sur Blue dès demain avec la Challenge League, Vaduz Thun. Et puis samedi, le retour de la Super League, Getse Saint-Gall en début de soirée, Lugano-Lausanne pour continuer. Vous le voyez, le foot ne s'arrête jamais sur les terrains. Il ne s'arrête jamais sur Blue Sport non plus. Belle nuit à toutes et à tous et à bientôt. Ciao.